C'est bon, let's go. C'est le Tekos, c'est le Tekos. Le Tekos il parle pas. On est parti. 1, 2, 3, antenne. Salut à tous et bienvenue dans cette 197e édition, non je blague, 197e émission de Pause Vélo. C'est la dernière de la saison 8 avant notre retour en septembre et nous sommes accompagnés de plein de chroniqueurs. Mais avant de vous les présenter, je voulais simplement vous dire qu'on est à la fête du vélo à Alençon. On a posé les micros à la fête du vélo d'Alençon. C'est dans le cadre de Mea Vélo, hein, c'est une opération nationale. Et aujourd'hui, tous les chroniqueurs sont là ou presque. Nous avons Pierce Barrios qui est avec nous. Salut Pierce. Salut Simon. Tu as été responsable associatif d'Abicyclette, qui est une association locale qui promeut le vélo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Abicyclette ? Donc effectivement, j'ai été par le passé président d'Abicyclette, qui est une association de plaidoyer vélo. Et puis plus particulièrement aujourd'hui, dans le cadre de cette fête du vélo et de Mea Vélo, je suis vice-président mobilité pour la communauté urbaine d'Alençon. Et donc du coup, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à toi d'être là, Pierce. On a Céline qui est avec nous, qui mange une glace pendant le... Oui, bonjour, c'est Céline. Salut, ouais, je mange une glace parce qu'il fait très 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 chaud à la fête du vélo. Et il y a le dernier, mais pas des moindres, notre Tekos, notre technicien, Xavier. Et oui, il n'y a pas d'émission sans technicien. Ah, il n'y a aucune émission. Cette fête du vélo est encore très chaude cette année. Et je tenais juste à préciser qu'il n'y a pas que des gens qui font du vélo, puisque moi je suis là avec l'association du Gobelin Farceur. Et nous on propose des jeux autour du vélo. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'il y a plein d'enfants qui traînent. Et ils peuvent venir faire des petits jeux de société autour du vélo. Voilà, c'est sympa. Vous l'avez compris, dans l'émission, il n'y a que des gens engagés autour du vélo. Et puis nous avons Mika. Salut Mika, qui a une chronique d'ailleurs dans l'émission. Salut tout le monde. Tu vas bien ? J'ai une chronique aujourd'hui. J'ai souvent des chroniques quand même. Alors je bosse moi chez moi les mecs. Notre spécialiste mécanicien vélo. Alors avant d'avoir ta chronique Mika sur le recyclage des cadres, on va écouter la lecture de Quentin sur le vélo en Albanie de Claude Martaler, extrait du dernier Cycle Magazine. Un petit tour en Albanie. Claude Martaler. En Albanie, le ciel s'est renversé en 1940. Semblable à la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, l'homme-dieu, Enver Hoxha, enfant terrible du communisme, se prit lui aussi pour un ingénieur des âmes, en embrigadant de force tout son peuple vers un avenir radieux pendant près d'un demi-siècle. Nombreux sont les fantômes qui n'ont pas fini de hanter l'âme des Albanais et des Albanaises, dans ce pays autrefois panoptique et isolationniste, désormais en proie à un système gangréné par la mafia, avec un gouvernement qui brade son territoire et cautionne un trafic de cannabis, de drogue dure et la traite d'humains. Une deuxième mort, comme me confient rarement ses habitants. Et ceci à seulement quelques brassées de l'Italie. L'Adriatique est-elle une frontière ou une mer intérieure européenne ? Extrait. Au début des années 1980, faute de pouvoir entrer dans ce pays balkanique aussi étrange qu'inaccessible, je longeais de l'extérieur sa barrière électrifiée, souvenir de la frontière Tadjikistan-Chine. Sur sa façade maritime, je pris le bateau de Dubrovnik à Igoumenista, avant de remonter par voie terrestre la Grèce du Nord, puis l'ex-Yougoslavie, aujourd'hui devenue la Macédoine du Nord, le Kosovo, le Monténégro et la Bosnie. Enver Hoxha avait posté des milliers de ses soldats, prêts à faire face à une invasion imaginaire. Son armée nationale était perpétuellement mobilisée, piégée dans le temps qui passe, comme un désert des Tartares plus vrai que littérature. En vain. Le camarade Enver, qui souffrait de paranoïa obsidionale, doit se retourner dans sa tombe. Lui qui avait fait bâtir quelques 170 000 inutiles bunkers à travers son minuscule pays, l'équivalent de 2/3 de la Suisse environ, n'avait pas prévu l'invasion touristique. Enver Hoxha avait démantelé une société rurale, tribale et multireligieuse, négligé l'agriculture, sur un territoire possédant pourtant un immense potentiel agricole, et tout misé sur l'industrie lourde. Je traversais ainsi plusieurs complexes industriels en Berne, dont le complexe métallurgique L'Acier du Parti, le plus vaste des Balkans, qui fut implanté dans les années 1960 et 1970 par des ingénieurs chinois. Le rejeton autoproclamé de Staline surnomma cette industrie la seconde libération. Sur la terre noire souillée de charbon et de gravats, tiennent encore debout de nombreux hangars désaffectés et usines en briques aux fenêtres ébréchées. Curieusement, c'est lorsque cette architecture industrielle tombe en désuétude qu'elle commence à me toucher et à me fasciner. Même si, semblables à des yeux crevés, les vitres éclatées semblent hurler la faillite de la pensée. Je quitte ces cadavres industriels sans nostalgie, délivré de sombres pensées, puis vire à l'est, vers de grandes étendues consolatrices. Elles m'ont toujours porté conseil. De leur grand âge se dégage un sentiment de plénitude, telle l'étendue océanique
du lac d'Oride, le plus vieux lac du monde avec le Baïkal et le Titicaca. Fraîchement plâtré de neige, la chaîne montagneuse de Galichik renvoie un puissant écho à la majesté des eaux. À chaque lacet du col, que j'avais franchi 40 ans plus tôt dans l'autre sens, la route silencieuse me fait aimer un peu plus l'esprit du lieu. Mon vélo, qui a toujours été une promesse de jouvence et de découverte, attise ma mémoire et me raccorde à ce corps vigousse qui me précéda et qui n'en fait désormais qu'à sa tête. Une icône de Saint-Georges, le protecteur des voyageurs, marque le sommet du col, 1555 mètres, que je franchis à la nuit tombée. Dans les dernières traces de l'hiver, s'opère mystérieusement le basculement vers le lac de Prespa. De retour dans Pause Vélo, en plateau ouvert, puisqu'on est, je le rappelle, à la fête du vélo à Alençon dans le cadre de Mea Vélo. Mika, tu avais une chronique sur le recyclage des cadres, on t'écoute. J'aimerais vous parler de 4 entreprises qui proposent de recycler ou surcycler des anciens vélos en acier pour faire des vélos cargo. En recherchant sur les internets, je suis tombé sur 4 entreprises. On peut même parler d'artisanat à ce niveau-là, puisque ce n'est pas des grosses entreprises. Ils n'ont pas beaucoup de salariés, mais en tout cas, ils font des super choses. Tout d'abord, je vais vous parler de Dinello Cargo. C'est situé à Lyon. Ils proposent de fabriquer des cargos, comme leur nom l'indique, sur une base de VTT en acier des années 90. Vous verrez, c'est globalement ce qui est utilisé par l'ensemble des entreprises dont on va parler. C'est le principe que l'on retrouve donc chez l'ensemble de ces artisans. Et l'acier, c'est important parce que l'acier, ça se répare, ça se soude et c'est très pratique. Globalement, en fait, ils vont récupérer des VTT des années 90 dans des recycleries et ils vont reprendre surtout le triangle de derrière où ils vont mettre des freins à disque à la place des freins à patins pour un meilleur freinage et une partie du tube notamment avant pour le souder à la plateforme qui composera l'articulation, le cadre du cargo. Donc ils récupèrent tout ça dans une recyclerie, dans plusieurs recycleries de la région lyonnaise et ils proposent une version musculaire et une version électrique. La particularité de leur modèle, c'est qu'il peut tenir debout à la verticale grâce à la construction du plateau et qu'on peut aussi le mettre verticalement dans un train. Et ça, c'est très pratique pour se déplacer. Tous les vélos sont personnalisables à la carte et sont dédiés soit aux familles, soit aux entreprises. Ils proposent d'ailleurs plusieurs services aux entreprises. Donc ça, c'est Dinello Cargo. Ils proposent aussi des pièces détachées à prix réduit pour les réparations qu'ils font pour les entreprises. Après, on peut aller vers Besançon avec Cosmo Cargo, qui est une entreprise située en Franche-Comté et qui fonctionne sur des bases quasi similaires. Leur cargo est aussi un biporteur avec une plateforme haute. La plateforme haute, pour ceux qui connaissent un peu les vélos cargo, ça ressemble à des vélos Omnium. Voilà, vous regarderez sur internet si vous ne connaissez pas. Ils utilisent aussi les cadres en acier en VTT, comme on l'a dit. En revanche, eux, ils proposent également un service d'amélioration des vélos que les gens ont déjà, des vélos utilitaires, des vélos de voyage, pour modifier notamment le freinage, passer sur du frein à disque, faire des soudures, mettre des inserts pour des porte-bagages par exemple. À Toulouse, c'est Bosch Cargo Bike qui fabrique des biporteurs à partir de cadres acier, toujours les mêmes. Eux, ils proposent plusieurs modèles. Il y en a un qui s'apparente à un biporteur assez classique comme un Bullet ou comme un 12 Bike. Vous regarderez aussi sur internet pour ceux qui ne connaissent pas. Et un biporteur classique type Omnium. Version musculaire aussi, version VAE. Et la petite particularité chez Bosch Cargo Bike, c'est la possibilité... Donc ça, c'est super bien pour ceux qui ont envie de mettre la main à la pâte. Ils proposent 2 jours à vous accompagner pour souder vous-même votre propre cargo. Enfin, on peut parler des cycles Caminade. Les cycles Caminade sont très connus puisque depuis une dizaine d'années, ce sont des artisans cadreurs. Ils sont notamment spécialisés dans les cadres en titane. Et en fait, là, ils vous proposent depuis pas longtemps de transformer votre vieux VTT. Donc là, en plus de vous proposer soit des vélos qui sont déjà existants, vous pouvez venir avec votre propre vélo en acier s'il répond à leurs critères. Et ils le transforment en cargo. Ouais. Et à terme... cette entreprise aimerait que leur brevet soit en accès libre pour que les artisans, amateurs ou professionnels puissent également fabriquer des cargos. Alors pour les tarifs, il faudra débourser entre 900 et 1500 euros pour un kit cadre et à partir de 3000 euros pour un vélo complet hors VAE. Voilà, ces 4 entreprises, elles ont fait un constat qui est partagé, c'est qu'il y a des milliers de vélos, tous les ans qui sont jetés dans les déchetteries, qui ne servent plus à rien, et notamment des vélos en acier. Les récupérer, les surcycler, les recycler, ça crée de l'emploi.
et ça tend à limiter grandement notre empreinte carbone. Et on peut pas en dire autant de l'ensemble de l'industrie du vélo. Donc voilà, pour plus d'infos, je vous laisse aller sur les différents sites de ces marques. Si vous voulez, je vous les rappelle: Dinello Cargo, Botch Cargo Bike, Cosmo Cargo et les cycles Caminade. Voilà, à très bientôt, salut. Merci Mika. À très bientôt. Non, parce que l'émission n'est pas encore finie. Et après ta magnifique chronique sur le recyclage des cadres, on va écouter la chronique science-fiction Armageddon de Blanza. Et si on repartait du début ? Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke imaginent une tribu d'Australopithèques en lutte pour leur survie. Sur fond d'Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss, ils tombent sur un mystérieux monolithe noir et découvrent l'usage des premiers outils. Dans la dernière scène, l'un des individus vient de transformer cet outil, un bout d'os, en arme et le jette en l'air. Il tournoie et devient, des millénaires plus tard, un satellite. D'autres œuvres de science-fiction ont imaginé les premières heures de l'humanité. On pense à La Guerre du Feu de Ron Yenné, au Monde perdu de Conan Doyle, mais aussi à la nouvelle The Day is Done de Lester Del Rey. Cet intérêt pour la préhistoire est le même que celui qui nous pousse à élucider le mystère des origines de l'univers. Et pour le vélo, tout commence également il y a très longtemps, mais on ne sait pas trop comment. La plus ancienne roue découverte à ce jour date du néolithique, c'est-à-dire il y a plus de 3000 ans. On pensait jusqu'ici qu'elle avait été inventée en Mésopotamie, comme l'écriture. Mais on en a retrouvé des traces bien plus anciennes encore dans les Carpates, il y a 6000 ans. On l'aurait utilisée d'abord dans les mines, peut-être pour en extraire l'acier dont seront faites nos premières bicyclettes. Les roues tournent depuis des millénaires et sont indispensables à nos déplacements quotidiens. Mais le mystère de leurs origines reste entier. Il a inspiré une chanson à Mathieu Bogart, dans laquelle il adresse à une jeune femme, Némi, vivant à l'époque de l'empire d'Akkad, ennemi de Sumer, et lui demande ce qui a pu inspirer l'invention de la roue. Tu t'es jamais demandé ce qu'il avait inspiré ? Inventer la roue, à la fabriquer. Ce qu'il avait imité, avait su mélanger. Fallait être un peu fou pour pouvoir l'inventer. Lune, c'était peut-être la lune qu'il avait vue ronde, qu'il avait vue tourner. Pourquoi pas la décrocher ? Mais qu'est-ce qui avait pu l'amener à vouloir s'en aller ? C'était quoi son projet ? Tu te l'as jamais demandé ? Pédaler aussi vite que l'éclair, pédaler, dépasser la frontière, faire le tour de la terre, pédaler aussi vite que l'éclair, pédaler, dépasser la frontière, pour te retrouver. De retour sur le plateau de Pause Vélo, en plateau extérieur d'ailleurs. Moi je vais vous parler d'un sujet qui est un peu parallèle au vélo, parce qu'on parle évidemment de vélo, mais on parle aussi d'environnement, d'écologie, de plein de sujets dans Pause Vélo. Et là on va faire une petite digression vers la nature, vers les arbres. Et je tenais à vous parler avec Xavier du cèdre, un cèdre centenaire qui justement se trouve à Alençon, ça tombe bien. On peut faire du vélo et sauver des arbres. Exactement. Xavier que je remercie personnellement, qui s'est vraiment qui a répondu à l'appel pour sauver ce cèdre centenaire dès le départ. Pour vous expliquer très rapidement, c'est un cèdre qui se trouve sur une propriété qui a été achetée, sur une parcelle, qui a été achetée par des investisseurs parisiens afin de construire une maison. Et ces derniers veulent absolument couper le cèdre alors qu'il n'y a pas de raison valable de le faire. Il faut savoir que ce cèdre est quand même centenaire, je le disais tout à l'heure, qui a des vertus incroyables, hein, on le sait, hein, il pompe l'eau dans le sol, hein, aujourd'hui c'est une vraie problématique, et à la fois il sert de refuge pour différentes espèces animales. Xavier, est-ce que tu vas peut-être en dire un petit peu plus aussi toi sur ton moi en fait, sauver un arbre, c'est pas compliqué. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça compliqué déjà. Je trouve ça normal. On vit dans un monde où on construit et on pense pas que la végétation a sa part dans plein de choses, et on n'a qu'à voir les grandes chaleurs qu'on subit ces derniers jours. Moi, la chose qui m'a le plus touché, mais du coup c'est un peu plus politique, c'était que c'était un cèdre libanais. Donc ça avait une petite résonance politique qui me touchait tout particulièrement. Et en plus, effectivement, l'arbre est juste magnifique. Et ce serait dommage de construire et de se séparer d'un arbre qui pourrait faire office de zone ombragère et de plein de choses, quoi. Ouais, tu l'as magnifiquement dit, c'est une œuvre, ça fait partie du patrimoine écologique du quartier.
Et c'est vrai que de le couper simplement pour urbaniser à outrance, ça nous gêne, ça gêne l'ensemble des voisins. L'une des voisines, c'est sa grand-mère qui l'a planté en fait en bord de parcelle, qui malheureusement parcelle a été au fil des années vendue par sa famille, etc. pour différentes raisons. Et puis on peut en tirer une leçon, c'est-à-dire que à cette époque-là, on n'avait peut-être pas le souci de la nature et de l'écologie. Donc l'arbre, il n'a pas été reconnu, classifié, protégé. Donc en fait, cette chronique, elle peut servir aux gens qui nous écoutent en disant peut-être que chez vous, vous avez des arbres, des chênes, des arbres qui commencent à avoir de l'âge. Et ben si vous voulez les protéger, renseignez-vous auprès des mairies ou de l'ONF ou des choses comme ça. Ouais, ou des associations voilà. locales. Pour qu'il y ait un vrai travail de fait pour protéger ces arbres, pour que si jamais la propriété se retrouve vendue, revendue et tombe entre des mains de gens qui n'en ont rien à foutre, eh ben, l'arbre il est protégé, vous ne pouvez plus rien faire, il faut le laisser. Tu as tout bien résumé, Xavier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la seule voie de recours c'était que l'arbre soit classé dans ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme. Aujourd'hui, malheureusement, l'ancien propriétaire du terrain qu'il a vendu n'a pas fait la démarche. Bon, c'est fortement dommage parce qu'un arbre de cette qualité aurait mérité vraiment une démarche volontaire des propriétaires. Alors, il faut savoir que dans les collectivités, et on pourra peut-être en parler avec Pierce, les associations regardent plutôt les arbres qui sont sur le domaine public ou en tout cas visibles depuis la rue. Or, ce cèdre, malheureusement, n'est pas totalement visible depuis la rue. En revanche, les voisins aux alentours, puisque en fait, ce cèdre se trouve sur un passage privé, est visible de tous les voisins depuis de nombreuses années. Donc il fait partie vraiment intégrante de notre histoire et le couper serait vraiment une hérésie, sachant qu'en plus il ne gêne pas pour la construction de la maison qu'ils veulent faire, c'est juste pour un pseudo-confort ou une crainte qu'il tombe. Or un cèdre, on le sait, il ne tombe pas. J'ai encore vu ce matin un cèdre mort derrière le conseil départemental, ça fait un moment qu'il est comme ça. Même un cèdre mort ne tombe pas tellement les racines sont profondes, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il capte les eaux un peu souterraines et même superficielles, de manière à justement ne pas inonder les secteurs. Et couper cet arbre pourrait provoquer des remontées d'eau qui seraient catastrophiques pour les habitants. On peut en profiter pour raconter la petite anecdote des propriétaires qui font venir un élagueur pour s'occuper de cet arbre et que l'élagueur en fait a refusé de le couper parce qu'il trouvait ça tellement dommage. Donc si même un professionnel vient vous voir et vous dit non, je ne veux pas toucher à cet arbre-là, c'est qu'il y a une vraie raison derrière. C'est ça qui est génial, et merci à Xavier de penser à ça, c'est-à-dire que nous on a été alertés via l'élagueur, puisque les propriétaires nous s'étaient engagés auprès de tous les voisins lors d'un bornage amiable, on comprend bien la raison, à ne surtout pas couper cet arbre. Ils nous l'avaient dit mordicus, et en fait un élagueur qui avait été engagé pour le faire quasiment le lendemain est venu nous contacter pour nous dire écoutez, je suis mandaté pour le couper et ça me fait mal au cœur de le faire, donc je préfère vous prévenir. Et c'est là qu'on s'est engagé, qu'on a engagé tout un collectif de voisins, et pas que. Xavier notamment n'est pas voisin, mais a une fibre vraiment sensible à ces sujets-là. Et finalement, de fil en aiguille, on a via les médias, via la presse, via un engagement un petit peu citoyen, on a réussi un petit peu à stopper ce projet, puisque les propriétaires aujourd'hui, ils n'ont pas non plus envie d'avoir une mauvaise image. Et également les élagueurs qui sont revenus sur place se sont dit, même eux, parce qu'il y a eu d'autres élagueurs à venir pour faire des devis, etc. Même eux, quand ils ont vu l'arbre, ils se sont dit non, on va pas faire de devis pour le couper. Donc beaucoup de professionnels, les paysagistes, eux ont cet amour des arbres. Ils ont cet amour des arbres, les paysagistes, et donc ils ne veulent pas. Après, s'ils le veulent, ils trouveront bien quelqu'un, un Pékin lambda qui fera le travail. Aujourd'hui, on espère que ce cèdre sera sauvé. Pierre, si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais, un mot de la fin pour me faire l'avocat du diable. Avant tout, dans cette histoire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des choix individuels, soit d'une part, mais que d'autre part, collectivement, il faut qu'on donne de la visibilité aux gens. Et aux gens qui veulent s'investir pour leur territoire, et ça fait effectivement partie, comme disait Simon, des PLUI, des schémas de cohérence, ce qu'on appelle le SCOT, schéma de cohérence territoriale, et donc c'est à travers ces documents-là qu'on va pouvoir réussir à préparer l'avenir et à avoir un avenir qui soit prédictible, parce que, et de la même façon, quand on s'engage dans une association, quand on s'engage dans sa vie, il faut qu'on puisse avoir quelque chose qui soit prédictible, qui soit visible, et donner envie aux gens de s'engager, parce que sinon c'est les engagements qui vont aller vers d'autres causes, des causes qui seront peut-être moins proches de les nôtres, et c'est véritablement pour ça que j'appelle, alors sur l'arbre on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas véritablement ce sujet-là illustre la nécessité de s'engager. Alors effectivement dans un PLU c'est très chiant de faire
un retour de faire une documentation. Quand on était présent à Bicyclette sur le schéma PLU, précédent PLU du territoire, on a fait remonter les observations sur des points. C'est effectivement des éléments qui prennent du temps, mais c'est des éléments qui sont là surtout pour préparer l'avenir. Et dans le temps qui est aujourd'hui, effectivement, préparer l'avenir sur ces enjeux-là, que ce soit sur des pistes cyclables, que ce soit sur des aménagements verts, c'est quelque chose qui est fondamentalement important. Et donc je tiens à remercier également Camille, qui est chroniqueuse dans l'émission, comme nous tous, qui a également soutenu notre mobilisation pour sauver le Cèdre. Et un peu tous les chroniqueurs de Pause Vélo l'ont soutenu, en partageant la pétition, en partageant plein de choses. Et cette fête du vélo, elle est très écologique. J'ai été assez marqué parce que j'ai été pédaler pour faire un smoothie, par exemple. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé des crayons bois, des crayons papier qui peuvent se replanter. J'ai trouvé ça génial. Si tu le tailles d'un côté, de l'autre, il y a une petite poche à graines. Et quand tu arrives au bout de ton crayon, tu le replantes, tu l'arroses et ça fait un arbre. Génial. C'est absolument génial. Il y a plein de trucs là. Et si ça peut donner des idées à d'autres gens qui veulent organiser des fêtes du vélo plus tournées, parce que nous on est comme ça, on veut sauver la planète avec le vélo. Donc c'est des bonnes idées à poursuivre. Et voilà. Moi je viens de monter dans un camion, un semi-remorque. Je peux vous dire que vous collez pas au camion, faites gaffe, on n'y voit rien là-dedans. C'est impressionnant, les angles morts, on ne voit rien. Il nous avait mis des plots dans tous les sens, un vélo devant, je ne voyais absolument rien. Ils vous regardent, la technologie évolue, mais c'est très compliqué aussi pour un chauffeur poids lourd, je pense, de nous voir. Donc soyez vigilants. Merci pour ton message, Mika, de prévention. Alors on a une dernière chronique. C'est Étienne, auditeur de l'émission, qui a des problèmes justement, qui va vous parler des problèmes de santé des cyclistes. Alors Étienne, il a quand même une relation sadomaso, c'est ce qu'il nous explique avec son vélo. Il souffre beaucoup en pédalant, mais il ne peut pas s'empêcher d'en faire. Voilà, Étienne, on t'écoute. J'aime le vélo, mais le vélo m'aime-t-il ? Avant de répondre à cette question existentielle, laissez-moi me présenter. Je suis un jeune baby-boomer, fraîchement retraité de mon poste de médecin dans un grand hôpital de la région lémanique. Depuis toujours, je fais du sport, du ski, du vélo, bref, j'adore les activités en plein air. J'ai même fait de la compétition de mon jeune âge. Avec le temps, mon corps a un peu souffert de mon activité sportive. De haut en bas, arrachement de l'insertion du muscle grand rond, oui, ça existe, c'est sur l'omoplate, hernie discale lombaire, L4-L5 pour être plus précis, fracture du fémur droite et arrachement des ligaments croisés du genou à droite. Est-ce que j'avais un Dahu dans mes aïeuls ? En tout cas, chez moi, le côté droite marche nettement bien que le côté gauche. A noter que le seul responsable ici, c'est le ski, pas le vélo. Pour ajouter au tableau, j'ai hérité de mes ancêtres celtes et de mon père, merci papa, une maladie de Dupuytren, ou en français courant, un épaississement de l'aponévrose palmaire, favorisé par les microtraumatismes, et une hypertrophie de la prostate qui touche plus de la moitié des individus de sexe masculin de mon âge. J'en suis presque à chanter cette mélodie, je suis pas bien portant, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier à nénier. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Mais voilà, j'adore le vélo. Je fais la plupart de mes déplacements en ville sur 2 roues, je fais du cyclotourisme avec ma femme, je parcours les montagnes vaudoises en VTT et je me balade seul sur mon vélo de course. Bref, l'année dernière, j'ai dû parcourir 8000 km. Pourtant, la bicyclette est une maîtresse exigeante. La moindre erreur et je finis avec mal aux mains, mal au dos, mal aux genoux et aussi mal aux fesses, que chez ce qui convient. Alors, que faire ? J'aime le vélo, mais est-ce que le vélo m'aime ? Avec le temps, j'ai développé toute une stratégie qui me permet de profiter de ma petite reine sans trop souffrir de cette relation clairement sadomaso. Pour les mains, c'est presque trop évident, je mets des gants avec de gros rembourrages, mais aussi je varie les positions sur mon guidon. Sur la cocotte, la plupart du temps, soit avec les cocottes entre le pouce et l'index, mais au bout d'un certain temps ça peut me faire mal, alors je mets les cocottes entre l'index et le majeur, ce qui diminue la pression sur la paume de mes mains. À la montée, les mains sont sur le cintre ou sur les cocottes, et finalement à la descente, zou, je prends mes drops et je fonce le plus rapidement possible. Le plus important ici, c'est de varier les positions, et surtout de rester le plus décontracté possible. Si je commence à avoir des fourmis dans les doigts, je sais que je vais souffrir plus tard. Pour le dos et les genoux, je suis allé chez un mage suisse-allemand qui a béni mon cadre de vélo. Non, je plaisante. Non, j'étais chez un mage bernois, M. Schaller, qui m'a observé pédaler durant 1 heure.
J'ai appris d'abord que je pédalais faux, surtout à droite, étonnamment, et après de multiples modifications de la position, des clips, de la selle, du guidon, etc., et une courte formation sur le pédalage, je suis ressorti avec un vélo qui m'allait comme un gant. Comme quoi on apprend à tout âge. Cela dit, je sais qu'il y a des gestes sur le vélo qui sont fortement incompatibles avec le dos, comme pédaler en force dans les montées. Pour le dos, c'est beaucoup mieux de pédaler avec une cadence élevée et un petit braquet qu'avec un gros braquet et une cadence faible. Aussi, si je me mets en danseuse, j'essaye de me bien contrôler ma position sans trop balancer de droite à gauche. Malgré tout cela, je sais qu'après une longue balade et un gros dénivelé, je risque de sentir mon dos. Mais rien qu'un bon bain chaud ne soulage rapidement. Pour les genoux, c'est encore plus simple. Le vélo est très bon pour les genoux, surtout avec des clips et une hauteur de selle adéquate. Trop haute et vous aurez mal en extension du genou, et trop basse, vous aurez mal en flexion. La règle ici, c'est grosso modo la jambe pas complètement droite avec les talons sur les pédales. Mais je conseille une étude posturale, c'est très utile. Reste les fesses. Ici, c'est relativement simple. Mon popotin n'aime ni la sueur ni la pression. Alors j'ai investi dans une multitude de cuissards. Attention, un bon cuissoir, ce doit être propre et la peau de chamois doit être épaisse. Surtout pour de longues balades. L'erreur à ne pas faire, mettre une culotte en même temps que le cuissard. Rougeur et boutons garantis. Sinon, il existe plein de bonnes crèmes au zinc pour les fesses dans les rayons bébés des grandes surfaces. Pour la prostate, c'est plus compliqué. J'ai accepté de me lever 2 fois par nuit pour soulager ma vessie, mais comme je m'endors en moins de 30 secondes, ça me pose aucun problème, et de plus, je peux checker la météo en passant. Finalement, et là je suis sérieux, je déconseille fortement les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ne servent qu'à cacher les vrais problèmes et en plus de nuire à votre estomac et à vos reins. Alors, le vélo m'aime-t-il autant que je l'aime? Bien sûr que oui. J'ai une VO2 max d'un sportif de 40 ans, je rentre toujours dans mes pantalons d'il y a 40 ans, je peux partager des moments de bonheur avec ma femme en cyclotourisme, en plus, selon elle, j'ai des fesses d'acier. Alors, que vouloir de plus? Allez, on va se quitter en musique avec le morceau À tous mes anges de Anja Loma. Mais avant cela, les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!